L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de connecter. Je vous reviens après un petit moment où j'avais besoin de faire une pause, où vous avez pu bénéficier de certaines rediffusions. Et aujourd'hui, je repars avec un interview. J'ai la chance d'accueillir sur mes ondes David Pillon, qui est un acteur belge que j'ai eu la chance de rencontrer à l'île Maurice, là où il vit depuis quelques années. David, c'est vraiment une personne qui m'a beaucoup inspirée. Déjà, on a passé des moments super à échanger ensemble sur nos visions de la formation, parce qu'il a quitté les planches, même s'il y retourne de temps en temps depuis un certain nombre d'années, une dizaine d'années, je crois, pour vraiment se consacrer à la formation corporate, comme il dit, où il amène cet outil de la commedia dell'arte. Donc, avec lui, on joue, on respire, on vit et on traverse ses émotions. C'était intéressant, tout un débat sur gérer ses émotions que vous allez découvrir, mais pas que. David a un parcours intéressant, il est très généreux sur ce qu'il partage durant cet épisode. Donc sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce merveilleux échange que j'ai eu avec David Pillon. Salut David. Bonjour Sandrine. Écoute, je suis ravie de t'accueillir à distance aujourd'hui pour cet épisode de mon podcast. Merci à toi pour cet accueil, pour cette invitation dont je suis très très heureux, sincèrement. Et t'es pas tout près, hein? Oui, je suis à l'île Maurice, effectivement. Ça fait un petit bout, ça nous fait quelques milliers de kilomètres, où on s'est d'ailleurs rencontrés il y a pas très longtemps, ce qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve, mais à distance. Exactement. En tout cas, c'est un plaisir. Et comme je le fais avec tous mes invités, David, je vais te demander de te présenter avec une métaphore. Ouais, alors une métaphore, je pense que c'est le papillon. Enfin, la chenille, la chrysalide, le papillon. C'est une métaphore qui me parle. C'est la transformation. Et je pense que cette transformation, elle a lieu tout au long de notre vie. Et que c'est pas facile, la transformation, que c'est quelque chose qui prend de l'énergie, qui prend du temps. Je pense que la chenille, avant qu'elle devienne chrysalide, et puis qu'elle devienne papillon, je pense que c'est beaucoup d'énergie, c'est une vie, voire plusieurs vies. La transformation, en tout cas depuis que moi je suis dedans et que je transmets aux autres les outils avec lesquels je travaille, dont on parlera certainement, je me rends compte que c'est un work in progress, que voilà, la vie est un long work in progress et que cette transformation ne s'arrête jamais. Et que je pense qu'on peut commencer des formations à 20 ans, comme on peut les commencer à 30, à 40, à 50, à 60, à 70. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Bon, là, j'ouvre une porte ouverte, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Mais je pense que cette métamorphose, cette transformation, c'est encore au-delà de l'apprentissage. C'est vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. C'est un mouvement. C'est quelque chose qui est pour moi en mouvement tout le temps, qui demande de la conscience. Tout ce qui demande de la conscience demande beaucoup d'énergie. Et la transformation, c'est aussi effectivement 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc c'est vrai que ça soit par rapport à soi-même ou par rapport aux partenaires qu'on peut aider, eh bien il y a cet avancement, ce retour en arrière, cet avancement. Donc voilà, c'est pour ça que cette image du papillon en 3 étapes me semble la plus juste, en tout cas à mes yeux. D'accord, merci. Et par rapport justement à ce parcours, quelles ont été pour toi les étapes marquantes de ton parcours? Donc, à la base, je suis acteur. Je suis d'origine belge. Après, je suis parti en Suisse. Donc, j'ai été formé dans une des grandes écoles de théâtre en Belgique. Et j'ai été acteur pendant plus de 25 ans. J'ai eu une compagnie aussi de théâtre, au théâtre, au cinéma, dans la publicité, etc. Et puis, il y a une chose qui m'a marqué, qui là n'était pas dans le cadre de mon école, mais quelqu'un avec qui j'ai pu travailler pendant très longtemps,
qui s'appelle Carlo Bozo, qui est un des derniers grands maîtres de Commedia dell'arte. Et avec lui, j'ai commencé très, très tôt, quand j'étais encore dans l'école de théâtre. Bon, après, j'ai aussi 2 parents comédiens, donc j'ai commencé le théâtre et le cinéma très, très tôt. À 6-7 ans, j'étais sur des plateaux de cinéma, sur des plateaux de théâtre. Mais après, j'ai quand même suivi le cursus officiel pour être diplômé officiellement, etc. D'ailleurs, d'une très bonne école. Et pendant ce cursus d'école, j'ai un peu, pendant les périodes scolaires, on va dire, j'ai commencé à me former avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre m'a apparemment profondément marqué puisque 30 ans après, 35 ans après tout ça, c'est ces outils à lui que j'utilise. Et donc, c'est la Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte, dont on va sans doute reparler, qui est une forme de théâtre assez spécifique, qui est une forme de théâtre masqué, qui vient d'Italie, du XVIe siècle, le théâtre populaire, qui est joué sur des places publiques. Et la particularité de la Commedia dell'arte, c'est qu'elle analyse les fonctionnements hiérarchiques et les comportements humains. Chose avec laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Donc, on voit ce parcours de dire, dans le théâtre, tu dis que tu as mené une compagnie, le cinéma, la publicité, cette rencontre déterminante sur la Commedia dell'arte, qui dit que c'est ce sur quoi tu travailles aujourd'hui principalement, c'est ça ? Ouais, exactement. Donc, en fait, pour terminer le parcours, à un moment donné, j'étais un acteur, j'ai eu beaucoup de chance en tant qu'acteur, donc j'ai beaucoup travaillé, que ce soit en Belgique puis en Suisse. J'ai passé énormément d'années en Suisse. En Belgique, déjà, à un moment donné, j'ai perdu le sens de ce que je faisais. C'est-à-dire que je sois sur un plateau de théâtre, sur un plateau de cinéma, je voyais plus ce que je pouvais offrir aux gens, ce que je pouvais donner aux gens. Et comme on le sait, le sens, c'est ce qui est le plus important. Le sens, c'est vraiment ce qui nous permet de grandir, ce qui nous permet d'avancer, ce qui nous permet d'évoluer. Quand on perd le sens, ça devient compliqué. Moi, je l'avais perdu. Alors, j'ai essayé de le retrouver en Suisse. Mais l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs, même si c'était fantastique en Suisse et si le travail théâtral est vraiment fantastique. Je suis retourné à mon manque de sens. Ça m'a rattrapé. Je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup enseigné. Ça fait 30 ans que j'enseigne, en tout cas 25 que j'enseigne, et que j'ai toujours enseigné la Commedia dell'arte, justement. Donc cette Commedia dell'arte, elle m'a vraiment accompagné depuis ma formation. Ensuite, dans les formations que moi, je délivrais, mais c'était surtout pour des acteurs, pour des écoles. J'ai beaucoup travaillé avec les jeunes. Et il y a 25 ans, il y a un directeur d'une société qui a vu un spectacle de Commedia dell'arte dans lequel j'étais et qui est venu me trouver après, qui m'a dit, écoutez, j'aimerais travailler avec vous à partir de la Commedia dell'arte. Moi, je lui ai dit, écoutez, je vois pas du tout comment je peux vous aider. Je vois pas ce que je peux faire pour vous, avec grand plaisir. Mais il m'a dit, si, et c'est lui qui m'a fait remarquer. Il m'a dit, si, parce que la comédia, justement, analyse les fonctionnements hiérarchiques, les comportements humains. Donc, en fait, moi, j'avais un regard de l'intérieur par rapport à cette forme de théâtre, en tant qu'acteur. Et quand j'ai commencé à travailler avec cette société-là, pour la première fois, là, j'avais une vingtaine d'années, ça m'a permis d'avoir un regard de l'extérieur. Et c'est là où je me suis aperçu de la puissance des outils que la Commedia possédait. Donc, j'ai continué ma carrière, j'ai continué jusqu'à ce manque de sens. Et donc, ce qui m'a amené à un moment donné, effectivement, à développer des formations moi-même. Et donc, j'ai créé une méthode de formation qui s'appelle l'art des rapports professionnels, parce qu'il faut bien donner un nom aux choses. Puis ça vient de l'art quand même, et où là vraiment j'utilise en fait les outils qui proviennent de l'acting, donc les méthodes d'enseignement destinées aux acteurs pour travailler sur le corps, la voix, les émotions, les outils qui viennent de la Commedia dell'arte pour travailler sur les fonctionnements hiérarchiques et les comportements humains, et également sur les comportements inconscients et les fonctionnements du cerveau, qu'on appelle plus communément les neurosciences, pour lesquelles je travaille depuis plusieurs années. Donc la méthodologie, elle est née de ces 3 axes de travail, les méthodes d'acting, la Commedia dell'arte et les neurosciences. Et aujourd'hui, depuis 10 ans, je travaille uniquement dans les formations. Bon, j'ai été refaire un péché mignon, j'ai été refaire un spectacle en Belgique il y a 3 ans. Le théâtre a l'air de me refaire un clin d'œil ici à Maurice de venir me rechercher, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que je suis vraiment plus que dans la formation que j'utilise ces outils. Donc, pour le coup, que dans le corporate, que dans des grands groupes, depuis le Covid et même déjà un petit peu avant, uniquement maintenant avec des grands groupes à l'île Maurice. Voilà, que ce soit les grands groupes hôteliers, des banques et autres, des grands groupes IT. C'était un dirigeant qui est venu vers toi, qui t'a dit « mais il faut qu'on fasse quelque chose ensemble ». Tu as dit « oui, je veux bien vous aider, mais je ne vois pas vraiment ». Quelles sont des croyances que tu as dû peut-être désactiver, assouplir pour pouvoir évoluer dans ce milieu corporate, de pouvoir vraiment faire avancer tes projets et aujourd'hui avoir clairement des offres pour ce monde? Je te remercie de cette question qui est vraiment, je pense, hyper importante pour tout le monde.
Bon, on connaît tous le syndrome de l'imposteur. Et donc, raison pour laquelle beaucoup de gens n'osent pas, ne sortent pas des zones de confort, restent dans des choses dans lesquelles ils se sentent malheureux. Moi, j'ai pas eu ce syndrome de l'imposteur parce que j'enseignais depuis longtemps. Et j'enseignais une matière que je connaissais bien, qui était la commedia dell'arte. Mais je l'enseignais pour des jeunes ou pour des jeunes acteurs, ou dans des écoles, pour vraiment des enfants. Donc, le cadre n'était pas dans le développement personnel ou dans la formation personnelle, ni dans le corporate. J'ai dû arriver, et malheureusement, et ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est primordial et que je souhaite à tout le monde d'éviter, même si je sais que beaucoup d'entre nous, on n'y échappe malheureusement pas, j'ai dû aller jusqu'à un moment où je n'en pouvais plus vraiment de mon premier métier, où c'était vraiment devenu tellement compliqué pour moi. Et on sait tous, je veux dire que ça soit par rapport aux maladies, voilà, beaucoup de médecins aujourd'hui ou de psychologues ou autres parlent de ça et sans doute beaucoup mieux que moi, mais que l'être humain a besoin, malheureusement très souvent, d'arriver à un point de non-retour pour que tout à coup quelque chose change, que ça soit par rapport aux maladies, que ça soit par rapport à l'alimentation, que ça soit par rapport à la cigarette, enfin bref, quoi que ce soit, l'être humain malheureusement doit être acculé, et là tout à coup la prise de conscience est tellement forte, ça devient de la survie. C'est-à-dire que malheureusement, tant qu'on est dans le raisonnement, c'est souvent très, 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 très compliqué d'arriver à mettre en place des changements. Quand la survie, tout à coup, est là, tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, là, tout à coup, il y a quelque chose qui se déclenche, et on ne peut pas faire autrement que changer. On ne peut pas faire autrement que de mettre quelque chose de différent en place. C'est vrai pour les couples, c'est vrai avec nos enfants, c'est vraiment le fonctionnement de l'être humain. Le problème, c'est que, selon moi, c'est vraiment lié à la survie. Et le système de survie qui est là, enregistré dans notre ADN depuis des millions d'années et qui fait partie de notre cerveau reptilien, on peut pas le changer en un coup de cuillère à peau. Je pense même qu'on peut pas le changer parce que c'est aussi la raison d'être de l'être humain. C'est-à-dire que si on n'avait pas cette survie, c'est sûr qu'on ne serait plus là. On n'aurait pas survécu aux cataclysmes, aux animaux étranges qui nous tombaient dessus il y a des millions d'années, etc. Donc, cette survie nous permet aussi, inévitablement, d'être encore là aujourd'hui. Malheureusement, ce système de survie fait que, tant qu'on est dans notre zone de confort, ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort, il n'y a aucune raison qu'on change. Il n'y a aucune raison qu'on aille mettre de l'énergie. C'est pas ce que je pense, mais c'est la manière dont fonctionne notre ADN. Donc, je n'ai pas échappé à la règle et j'ai dû arriver à un moment de désespoir, c'est-à-dire une telle remise en question par rapport à mon métier que je pratiquais à l'époque depuis 20 ans. C'est un choc douloureux, c'est un choc émotionnel et ce sont des chocs qui s'apparentent au burn-out. Alors à l'époque, on parlait moins du burn-out qu'aujourd'hui, mais je me rends compte que ce sont les mêmes chocs. C'est vraiment un choc émotionnel. Et là, on est dans la survie. Et à partir du moment où on est dans la survie, comme par magie, notre corps, notre cerveau nous donne les moyens nécessaires pour avancer, pour mettre en place les choses. Et du coup, les choses se mettent en place évidemment naturellement, parce que c'est la survie. Donc, autant beaucoup de neuroscientifiques ou de psychologues ou de gens qui s'attellent à ces sujets peuvent nous dire oui, mais la survie, c'est un problème parce que quand on est dans la survie, on n'est pas dans la conscience. Effectivement, le cœur n'envoie plus du sang qu'aux organes vitaux pour pouvoir échapper au lion dans la savane et à grimper dans l'arbre et pas commencer à réfléchir. C'est-à-dire que quand on est dans la survie, on n'est pas créatif. Oui. Et en même temps, quand on n'est pas dans cette survie, on peut pas non plus rentrer dans le mode créatif. Ça, moi, je m'en aperçois. C'est-à-dire que si on est trop dans notre zone de confort, c'est difficile aussi d'être créatif. Autant j'acquiesce et je le comprends au niveau du système, du fonctionnement du cerveau reptilien, au niveau de la survie, qu'effectivement, quand le lion nous court derrière, c'est pas le moment de réfléchir si on va tailler l'arbre ou si on va faire une cabane dans l'arbre. Non, on va juste monter dans l'arbre pour pas se faire bouffer par le lion. Autant, je pense que quand on est trop dans notre zone de confort, on n'arrive pas à être créatif. Donc, j'ai l'impression que on a besoin, nous, les êtres humains, d'être entre ce mode de survie qui n'est pas agréable. C'est celui-là qui nous fait sortir de nos zones de confort et, en même temps, pour pouvoir en même temps être dans ce mode de création.
Ouais, je pense que je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, en fait. Cet inconfort, ce moment où notre survie vient nous dire quelque chose, hein, et on va venir sur ce terme d'inconscience. En fait, faire les choses avec quand même un peu plus de conscience que juste se limiter à monter dans l'arbre. Enfin, c'est ça peut-être où on peut amener la nuance entre cet état défensif ou de survie et comment on peut accéder à autre chose de par notre conscience. Exactement. Je pense que c'est cette balance qui est intéressante. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai traversé. Comme ça, aujourd'hui, que je me rends compte aussi, après 10 ans de délivrer des formations, qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que quand je vois les participants qui sont trop dans leur zone de confort, parfois, je me rends compte que l'impact des outils va peut-être moins leur parler parce qu'ils sont tellement bien qu'il n'y a aucune raison que ça change, même si ce qu'ils entendent est très intéressant, que oui, ça peut les aider, mais enfin, tout va bien. Je caricature un peu, on est bien d'accord, ok? Alors que quand parfois j'ai des gens qui sont dans des moments de difficulté professionnelle, des moments de difficulté par rapport à la hiérarchie, ou des moments de questionnement, de positionnement par rapport à leur vie à eux, mais tout à coup, je sens que l'impact des outils résonne autrement. Et je sens un peu de survie chez eux. Alors, ok, ils ont pas besoin de monter dans un arbre parce qu'il n'y a pas un lion qui leur court après, mais ils sont quand même dans cet entre-deux de survie où ils se posent peut-être des questions. Et là, tout à coup, les outils créatifs que je leur donne, résonnent beaucoup plus et prennent plus d'impact. Donc, voilà, je te rejoins complètement. Je pense qu'il y a cette balance-là. Et comme toujours, on est des êtres complexes, dans le bon sens du terme. Dire je suis toujours dans une zone de création et machin, je pense que c'est un leurre et ça nous amène dans une zone de confort à un moment donné. Tout comme être tout le temps en zone d'insécurité, évidemment, nous détruit sur le long terme. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, hein. Moi, j'interviens beaucoup en entreprise, que ce soit sous parfois des analyses de climat de travail ou dans des groupes où on vient me dire faudrait faire un petit atelier de communication. Puis en fait, tu te rends compte que les gens sont à un niveau de souffrance et avec des interactions tellement forte et parfois violente, hein, qu'on n'arrive pas du tout à partir dans un petit atelier de communication, hein. Et je te rejoins aussi quand tu dis qu'effectivement, dans ces milieux-là, ce qu'on peut leur apporter va résonner certainement beaucoup plus fortement parce qu'ils sont déjà dans une forme d'appel du mal-être, hein, parce que c'est comme si aujourd'hui le mal-être fait partie intégrante du monde du travail. Ça aussi, c'est-à-dire que le mal-être, le burn-out, le stress, le je travaille trop, le on n'en peut plus, c'est normal. C'est devenu normal et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément parce que effectivement, en entreprise, je ne vois plus ou de moins en moins de gens qui sont complètement épanouis. Et moi, ça me pose des vraies questions de trouver ces axes. Alors, on vit dans le monde dans lequel on vit. Mais ce qui aussi me perturbe, enfin me pose souvent question, c'est qu'après, si on essaye, par exemple, d'aller avec le head office ou avec le high management et de dire, vous savez, il y a quand même des problématiques là qui ont l'air de croisser, eh bien, pas tout le temps. Les généralités sont de toute façon jamais bonnes à faire, mais très souvent, le retour qu'on a de ce high management, c'est oui, mais bon, écoute, tu sais, faut bien qu'on avance ou oui, les choses sont comme ça, oui, mais avec le nombre de projets qu'on a, oui, tu sais, un tel, ça fait déjà tellement d'années qu'on a de problèmes avec lui ou elle, et que donc, en fait, j'ai parfois l'impression qu'on vous demande des formations pour se donner bonne conscience au niveau du high management et pour faire plaisir aux employés et pour dire, vous voyez, on fait des choses et que parfois on ne mesure pas l'importance. Hein, on en discutait tout à l'heure, toi et moi, le nombre de fois où on nous demande des formations de 4 heures, vite, parce qu'on n'a pas le temps. Et moi, je peux comprendre qu'on n'ait pas le temps. Mais si on n'a pas le temps, je veux dire, une bonne recette de cuisine, il faut un peu le temps. Il faut laisser pousser les légumes, il faut aller les choisir. Ensuite, il faut qu'ils soient mûrs, voilà. Sinon, on fait du fast-food. Et on sait tous que le fast-food, c'est pas bon pour la santé. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, je pense que c'est des choix de société. Nous en sommes responsables aussi en tant que formateurs. Le problème, c'est que on peut pas toujours dire non, non, non. Donc, à un moment donné, nous aussi, sans doute, on dit bon, ok, on va trouver quelque chose qui va aider. Mais entre ça et le fait de peut-être pas assez avoir conscience des problématiques, parce que comme tu le dis très justement, c'est normal, tout le monde est fatigué aujourd'hui, le burn-out, c'est une maladie professionnelle tout à fait logique. Parfois, on se dit bon, mais pas à quoi on sert, mais c'est vrai que on aimerait parfois, en tout cas,
avoir plus d'écho, avoir plus de temps, pouvoir prendre un peu plus de temps. En tout cas, c'est mon souhait. C'est de parfois sentir que les participants, les employés, le Height Management puissent vraiment prendre ce temps de réflexion aussi. Parce qu'il n'y a pas que délivrer les outils. Délivrer les outils, c'est une chose, mais une fois qu'on a délivré les outils, une fois qu'on a appris ces nouveaux outils, c'est la réflexion dessus. Après, une fois que le formateur s'en va, parce que ça, c'est quelque chose aussi dont on me parle très souvent. On me dit, oui, mais tu sais, on nous donne des formations où le Height Management me parle aussi de ça. On me dit, mais 3 mois après, tout est revenu comme avant. Donc, si tout est revenu comme avant, ça veut dire quelque part, surtout que par rapport aux outils que je délivre, moi, je travaille pas avec du PowerPoint, il n'y a pas de slides, c'est du concret, du pratique, du physique. Et on sait que notre corps est notre meilleur cerveau. Donc, normalement, les outils que je transmets s'enregistrent vraiment, s'enregistrent dans le corps, et de par le corps, ils s'enregistrent dans notre cerveau limbique, et ça permet vraiment de mettre en place les choses différemment. Mais si 2-3 mois après, pourquoi les choses disparaissent, on me l'explique, parce qu'ils sont tellement rattrapés par le rush, ils sont tellement rattrapés par le quotidien, qu'en fait, il n'y a pas de phase de réflexion qui est mise en place par le management, par le head office, pour dire, OK, maintenant, ces outils, que eux, entre eux, puissent dire, bon, mais OK, maintenant, comment est-ce que ces outils-là, vous les utilisez? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que il faudrait que presque le formateur soit là toute l'année, mais c'est pas le but. Non, mais ça résonne beaucoup avec ce que je viens de partager avec un groupe que j'ai accompagné aussi, où on a fait de la transe, on a fait bouger le corps, puis c'est des dirigeants, c'est pas des gens, c'est pas un atelier New Age, et c'est de leur dire gardez ce travail vivant. Ça veut dire que ça, c'est votre responsabilité, c'est réécouter les musiques. Vous prévoyez des espaces pour vous remettre dans cette dynamique de ce mouvement qu'on a initié, pour qu'ils puissent vous accompagner, parce que sinon ça sert à rien, et je te rejoins complètement. Alors je ne sais pas pour toi, mais chez moi, je vois que le problème, c'est que malheureusement, pas tout le temps, pas à 100%, mais allez, je vais dire qu'il y a peut-être 30% des gens qui vraiment prennent cette conscience. Alors 30% des gens, c'est déjà énorme, en fait. Il y a déjà 30% des gens qui continuent à utiliser les outils et qui transforment leur vie, qui transforment leur rapport, et qui, eux, se sentent mieux. Bon, mais quelque part, on a gagné notre journée, parce que 30%, c'est énorme. Donc voilà, ça dépend comment on regarde le verre, comme toujours. Mais par exemple, par rapport aux outils, tu parlais de la transe. Moi, je commence les formations vraiment par la respiration, parce que la base de la communication, c'est la respiration. Et 90% des gens, 90% des gens aujourd'hui ne savent plus respirer, malheureusement. C'est la chose qu'on fait le plus dans notre vie, plus que de dormir, et c'est la chose que les gens n'arrivent plus à faire. C'est dramatique, mais c'est une réalité. Les gens sont en apnée, les gens respirent à l'envers, et ne se rendent pas compte de l'impact que ça a après, déjà sur eux, sur leur santé physique, tout simplement, sur leur ancrage, bien entendu, et puis comme outil de communication. Et donc, je demande, par exemple, simplement de mettre en place un exercice très simple de 3 minutes de respiration tous les jours. Mais même ça, quand je les revois, parce que je fais des formations qui sont sur 1 mois, quand je les revois 2 semaines après, très souvent, c'est oui, on l'a fait pendant les 3-4 premiers jours. Et puis, tu sais, malheureusement, entre les enfants, le stress, les embouteillages, tout ça. Donc, c'est une chose toute simple. Je prends cet exemple parce que sans rentrer là dans des outils plus complexes ou quoi que ce soit, rien qu'un exercice de 3 minutes, c'est devenu compliqué dans la société dans laquelle on vit, sans aller dans une salle de sport avec du matériel ou quoi que ce soit. Rien que ça. Après, voilà, mon travail, c'est de leur faire comprendre que c'est vraiment important, et donc les choses se mettent quand même petit à petit en place. Mais je m'aperçois malgré tout, on se fait rattraper, quoi. Une chose dont je parle énormément, c'est le jeu. Parce qu'au-delà du fait que je travaille avec des outils d'acting et à travers des improvisations, on parlera peut-être un petit peu des outils à un moment donné, le jeu est vraiment primordial. Et ça, je pense que c'est quelque chose pour tous les auditeurs et pour les formateurs qui est important. Parce que notre cerveau, il apprend en jouant. Les enfants, ils apprennent comment? Ils apprennent en jouant. Même si certains, aujourd'hui, dans certaines parties du monde, c'est avec des tablettes, c'est à travers le jeu. Et plus il joue, le cerveau, plus il a envie de jouer. Et on rentre dans un cercle vertueux. Et il s'accroche à ça. Quand c'est boring, quand c'est ennuyant, le cerveau, il décroche. C'est pour ça que les PowerPoint, après 20 minutes, parce que 90% des PowerPoint sont malheureusement pas ludiques du tout. Et après 20 minutes, voire même avant, parce que le cerveau, on sait qu'il s'accroche jusqu'à 20 minutes. Quand c'est ennuyant, en plus, on va même pas aux 20 minutes. Mais dès que c'est ludique, on arrive à dépasser
C'est 20 minutes et on peut tenir parce que le cerveau, il accroche. Donc, un conseil que j'aurais envie de donner à tous nos auditeurs, c'est quelles que soient les choses dans la vie, que ça soit des petits changements, des grands changements, de l'apprentissage, c'est vraiment de le faire par le jeu. Parce que le jeu fait que le cerveau s'accroche à quelque chose. Et à partir du moment où il s'accroche et il commence à jouer, ça commence à l'exciter. Et plus il joue, plus il a envie de jouer. Et là, on rentre vraiment dans ce système. Donc, je pense que ce principe du jeu, en tout cas, c'est quelque chose dont je parle énormément en formation, est quelque chose qui peut vraiment nous aider à mettre les choses en place de manière pérenne. Parce que c'est comme tout. Quand on apprend à utiliser un logiciel, notre cerveau, il l'apprend par le jeu. On trouve un raccourci, on trouve ci, on trouve là. Et tout à coup, ça devient amusant. Et après, on le fait automatiquement. Ça devient une seconde nature. Apprendre à conduire, c'est la même chose. À partir du moment où ça devient un jeu, tiens, je passe la vitesse, il y a ça, hop, tout à coup. Et voilà. Et là, on commence à renforcer les connexions neuronales, on passe à travers les jeux et les choses se mettent en place. Donc, ça, je pense que c'est une clé qui est importante pour notre fonctionnement et qui peut alléger aussi beaucoup de choses. Oui, tu le dis, donc respirer, jouer. Alors concrètement, comment ça se passe de faire un atelier de commedia dell'arte avec toi? Alors, déjà, c'est pas un atelier de commedia dell'arte. Je dis ça juste dans le sens où le but, c'est pas que les participants deviennent des acteurs, qu'ils apprennent la commedia dell'arte. C'est ça que je veux dire, tu vois. Nous, on travaille sur la communication et les comportements humains grâce à la commedia dell'arte. Voilà. Oui, non, mais c'est très bien de mettre la nuance. Mais comment concrètement ça se passe? Ouais. Alors concrètement, je vais te prendre par exemple il y a une formation que j'appelle l'art des rapports professionnels, qui est comme le nom de la structure, qui est en 2 fois 2 jours plus un coaching individuel. Les 2 premiers jours servent à découvrir les outils de base et à commencer à travailler avec ces outils de base. Les outils de base, c'est quoi? C'est effectivement la respiration, déjà, puisque la respiration, pour nous, pour notre force, pour notre ancrage et comme outil de communication. Ensuite, le corps, puisque comme on le dit dans les livres ou sur les PowerPoint, 85% de la communication, elle est non verbale. C'est très bien de voir ça dans un bouquin, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Les gens te disent, tu sais que 85% de la communication est non verbale. Oui, bon, c'est très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence par des tout petits exercices pour apprendre à dissocier les différentes parties du corps. Pour commencer vraiment à apprendre à mettre l'énergie et l'attention sur une partie du corps. Parce que si 85% de la communication est non verbale, il va bien falloir qu'on commence à avoir conscience de quelle partie du corps travaille. D'une part, pour le message que je délivre à mon interlocuteur, et d'autre part, par rapport à l'énergie. Parce que l'énergie, c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup, parce qu'on a tendance, nous, à épuiser notre énergie. Et avec les journées et le monde dans lequel on vit, et le corporate comme il fonctionne aujourd'hui, je crois que les gens ont besoin d'utiliser leur énergie à meilleur escient. Et en tout cas, essayer de canaliser cette énergie pour pouvoir l'économiser. Donc, le fait d'avoir aussi conscience sur quelle partie du corps je travaille me permet aussi de commencer à économiser mon énergie. Et donc, ça, c'est vraiment un travail sur le corps. Et déjà, pour voir si on arrive à dissocier les différentes parties du corps, et puis pour petit à petit à prendre conscience du message qu'on délivre à travers le corps. Ensuite, on commence à travailler sur les émotions, à travers les improvisations. Les émotions, c'est pas un vilain mot. Nous, on est comme des animaux. Je dis pas ça de manière péjorative. On est des éponges à émotions. Le truc, c'est qu'on a beaucoup voulu apprendre aux gens à gérer les émotions. Et sauf que gérer les émotions, je sais pas si c'est un travail qui peut se faire même en une vie, même en 10 vies. Je pense que gérer ses émotions, c'est tellement large. Et d'autre part, si on est 10 dans une salle et qu'on demande à chacun c'est quoi pour toi gérer l'émotion, on verra qu'on aura chacun une définition différente de ce qu'est gérer les émotions. Donc, moi, j'essaie plutôt, du coup, d'apprendre aux gens à jouer avec les émotions. Voilà. Et on revient déjà avec ce terme du jeu. Jouer avec les émotions à nouveau pour être conscient du message que j'envoie à mon interlocuteur émotionnellement. Jouer avec les émotions, on se rend compte que c'est aussi beaucoup plus facile que de gérer ses émotions. Gérer ses émotions, c'est un travail qui est complexe, c'est un travail qui est... je sais même pas si c'est faisable. Jouer avec les émotions, c'est ludique, c'est beaucoup plus clair, c'est plus intéressant en milieu professionnel et c'est beaucoup plus facile. Donc, à travers un certain type de travail qu'on va pas décrire ici parce qu'on rentrerait dans le détail des exercices, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on commence sur des improvisations seules, sans la parole, à deux, sans la parole, et on commence à voir si en fait, le message qu'on délivre à travers le corps, c'est le message, et le message émotionnel que j'envoie, c'est bien le message que je voulais, le message qui est reçu, entendu, c'est bien le message que je voulais transmettre. Et donc, on travaille toujours comme ça. Moi, dans les formations, je travaille toujours acteur,
Spectateur, acteur, spectateur. C'est-à-dire qu'on fait toujours cet aller-retour-là et on débriefe en permanence. Parce que quand tu observes, bah, tu comprends, quand tu es en spectateur, entre guillemets. Quand tu pratiques, en acteur, entre guillemets, tu assimiles. Donc, j'aime beaucoup, c'est important pour moi de faire cet aller-retour. Là, on commence à rentrer sur les émotions, à voir si on est clair avec le message émotionnel qu'on envoie. Vu qu'on commence à travailler à deux, on commence à travailler sur le rapport à l'autre. Et donc, on commence à travailler sur les fonctionnements hiérarchiques, sur les rapports hiérarchiques. Et ce qui nous permet d'aborder les fonctionnements inconscients, de commencer à rentrer sur le fonctionnement du cerveau, les comportements inconscients. Puis, on commence à arriver avec la parole. Là, on commence à travailler avec les masques de comédia. Pourquoi on travaille avec les masques de comédia? Parce que quand on met un masque, notre cerveau, il nous fait croire qu'on est caché. Alors qu'en fait, tu es beaucoup plus visible que si tu n'avais pas de masque. Tout ton corps est beaucoup plus visible. Mais ton cerveau te fait croire que tu es caché. Donc, ça permet aux participants, en fait, de sortir des zones de confort. Ça leur permet de travailler aussi sur des niveaux émotionnels qu'ils n'auraient pas osé faire sans masque. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, parce que ce ne sont pas des acteurs. Le but, c'est pas que ça devienne des acteurs. Et puis parce qu'on vit aussi quand même dans une société où on nous a pas mal, hommes comme femmes, je trouve, dit oui, mais les émotions, c'est les émotions, c'est les émotions. C'est un peu dangereux, hein, on ne sait pas très bien ce que c'est. Soit ça doit être très privé et c'est gardé pour toi, hein, soit il faut en faire attention et donc il faut le fameux les gérer. Alors que nous, on est des êtres d'émotion, c'est que ça. On fonctionne en permanence avec ça. On est en permanence en train d'envoyer des émotions. Il y a un exercice que j'aime beaucoup, qu'on fait justement, une présentation dans le cadre de la formation, dans ce niveau 1, où je leur demande de venir une histoire de 2-3 minutes, courte histoire, peu importe le contenu. Et je leur demande de le faire d'abord de manière neutre, ensuite avec une émotion, ils choisissent une émotion pour la même histoire, et ensuite avec un masque. Et on regarde ce qui se passe entre la première, la deuxième, la troisième. Sans rentrer dans le détail de l'exercice, ce qui, moi, me fascine toujours, c'est qu'on se rend compte tout de suite que le neutre, ça n'existe pas. Donc, quand les gens vous disent oui, non, mais moi, je suis factuel, je donne les choses de manière factuelle, ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. Le jour où on sera neutre, on sera mort. Voilà. Là, on sera neutre. Et donc, les gens croient, et surtout dans le corporate, non, mais il faut être factuel. Là, ça, tu délivres cette information de manière factuelle. Oui, sauf que moi, j'ai ma journée derrière moi. Ça a été avec mes enfants, ça a été un petit peu le chaos, peut-être le matin, où il y a eu beaucoup d'embouteillages, où j'ai peut-être 127 mails de retard, où en ce moment, avec mon collaborateur sur ce projet, c'est pas le plus idéal. Tout ça, ça fait partie de moi. Tout ça, c'est à l'intérieur de moi. Donc, quand j'arrive vers quelqu'un, quand je viens te voir, Sandrine, et que je me dis, OK, moi, j'ai ça à lui délivrer de manière tout à fait factuelle, j'ai toutes ces émotions qui sont en moi. Et toi, inconsciemment, tu vas les percevoir. Et après, toi, tu vas aller voir ta collègue ou ton collègue et tu vas dire, David, il n'était pas super agréable. Hein, je sais pas, c'est un peu compliqué ce projet avec lui. Et moi, la personne à qui tu as parlé va venir me retrouver. Elle me dit, dis donc, c'était pas... avec Sandrine, là, ça a été un peu délicat quand même, apparemment. Hein. Et moi, je vais te vexer. Parce que je vais me dire, comment ça, c'était délicat? Ben non, moi, j'étais factuel, j'ai donné les informations qu'il fallait à Sandrine, je vois pas en quoi. Et donc, les choses nous échappent complètement. Donc, si on veut commencer à les diriger, le cerveau, il voudra pas. On n'y arrivera pas. Donc, passer par le jeu, là, ça devient autre chose. Parce que si je dis au cerveau, je ne peux pas faire ça, eh bien, on le sait tous que le cerveau, les négations, il sait pas ce que c'est. Il ne comprend pas. Hein. Si je dis, je ne peux pas fumer, le cerveau, il entend fumer. Donc, à partir du moment où, de toute façon, les négations, le cerveau ne les comprend pas, si je me dis je ne peux pas faire ça, ça ne fonctionnera pas. Par contre, si je joue à me dire, tiens, aujourd'hui, je vais aller voir Sandrine par rapport à ce sujet, moi, ce que j'ai envie qu'elle entende, c'est que on est en retard ou que on est super dans les temps. Et que du coup, si on est super dans les temps, c'est vraiment une émotion de joie. Mais moi, je sais ce que j'ai envie de te transmettre comme message. Et ce dont je m'aperçois à travers ces années de formation, c'est qu'aujourd'hui, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu au début de notre entretien, c'est que les choses vont tellement vite. Alors évidemment, l'informatique ne nous aide pas, tous les smartphones ne nous aident pas, voilà, mais les choses vont tellement vite, le business, le day-to-day du business va tellement vite que ça devient presque impossible pour les participants, pour les employés, d'avoir ce temps de prendre cette conscience, d'avoir ce temps de se dire, OK, je vais aller voir Sandrine et je vais délivrer ce message-là. Parce qu'on est dans ce rush
du day-to-day. Donc, j'essaie vraiment, à travers ces outils ludiques, d'amener cette conscience, de travailler sur cette conscience. Après, on continue. Donc, sur les 2 premiers, après, on arrive sur des improvisations à 3 avec la parole. Et là, on travaille beaucoup sur les fonctionnements hiérarchiques. On travaille beaucoup sur ce que j'appelle les dominants-dominés, sur le problème vital et sur l'accident. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais ça nous permet en fait de travailler consciemment avec nos fonctionnements inconscients. Donc, petit à petit, je leur apprends effectivement à travailler consciemment, à jouer consciemment avec leur fonctionnement inconscient. Ensuite, je leur demande de commencer à appliquer les outils, à mettre en place les outils, et on se revoit 15 jours après pour faire un point. On fait un coaching. Là, je fais un coaching individuel, ce qui me permet d'aborder aussi parfois des problématiques qui sont plus personnelles, qui vont pas être abordées dans le groupe. On voit ce qui a pu être implémenté ou pas, si pas, pourquoi. Je leur redonne des choses à commencer à mettre à implémenter supplémentaires. Je laisse à nouveau 2 semaines off et on arrive sur le niveau 2. Dans le niveau 2, on continue notre travail en profondeur. On continue beaucoup les improvisations à 3 avec les masques. On travaille beaucoup sur ces fonctionnements hiérarchiques inconscients, sur le problème vital, sur l'accident qui me permet en fait d'inverser le rapport dominant-dominé, mais sans agressivité, sans passer par la colère, en tout cas en essayant de l'éviter le maximum, parce que le stress, malheureusement très souvent, peut nous amener, ou la fatigue extrême peut nous amener à des comportements qui peuvent être ressentis comme agressifs, donc d'essayer d'être toujours dans cette conscience-là. Et puis on termine par des situations professionnelles, pas fictives, sur des situations problématiques ou conflictuelles déjà vécues, parce que j'ai l'intime conviction que travailler sur des situations fictives, c'est fictif, et donc on enregistre moins les choses. Le fait de travailler sur des situations professionnelles problématiques ou conflictuelles déjà vécues permet de faire un travail plus en profondeur et d'effectuer un changement qui va s'enregistrer de manière plus durable. Voilà, ça c'est sur un mois, les outils types sur lesquels on travaille. Mais c'est très ludique évidemment parce qu'on a les masses de comédiens, on est dans les improvisations. Ils construisent aussi les improvisations à 3. Quand ils sont à 3, ils les construisent à eux. Donc évidemment, il y a un gros travail sur l'équipe, mais ce n'est pas du team building. Parce que ça aussi, quand on me dit « Ah oui, alors c'est du team building », non, c'est de la formation où on apprend à travailler consciemment avec nos fonctionnements inconscients. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est un travail qui est bousculant, qui est en profondeur. Je pense que les gens sortent pas indemnes de ces ateliers ou de cette formation et qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions qui passent. Il y a vraiment un vrai travail qui est fait. Ouais, il y a un vrai travail qui est fait en profondeur. Alors, chacun va là où il peut aller. Moi, je force personne. Chacun a son chemin, chacun a son timing, son trajet. Mais c'est sûr que tu le veuilles ou non, tu sors de là en ayant évolué, en ayant changé, en étant sorti de tes zones de confort. Moi, une chose qui revient très souvent dans les formations, c'est qu'on me dit, c'est dingue, David, si on m'avait dit ce que j'allais faire pendant la formation, je serais pas venu. Ça veut dire qu'ils se surprennent eux-mêmes à faire des choses qu'ils auraient pensé impossibles à faire. Et l'autre chose qui me revient aussi très souvent, c'est la journée passe comme ça. On n'a rien vu passer parce qu'effectivement, on n'est pas dans le PowerPoint, on n'est pas dans le slide, on n'est que dans le ludique. Et donc, la journée, elle passe. C'est des grosses journées fatigantes, mais elle passe un peu toute seule. Et par rapport à ce travail en profondeur, il y a quelque chose aussi qui, pour moi, est vraiment important, c'est que les participants, à un moment donné, découvrent les autres, se découvrent eux-mêmes et commencent à se poser vraiment des vraies questions sur eux et se rendre compte des limites aussi du cadre du travail dans lequel ils peuvent évoluer ou pas. Donc, je pense que ça fait vraiment poser des vraies questions de fond. Et pourquoi on travaille autant aussi sur les émotions? Avec le parcours que j'ai eu, que j'ai traversé, quand j'ai perdu le sens à ce que je faisais, j'étais vraiment perdu. Alors, ok, j'enseignais depuis longtemps et j'avais fait beaucoup de formations. Pour moi, personnellement, sur le cerveau, j'ai fait beaucoup de pleine conscience, j'ai fait pas mal de formations du rebirth, des choses comme ça, pour moi, pour vraiment mon développement personnel. Et quand je suis arrivé à cette perte de sens, il y a vraiment cette question qui m'est venue, je me suis dit, mais si quelqu'un venait me voir et qu'il était dans ma situation, qu'est-ce que j'aimerais qu'on puisse m'apporter comme outil? J'avais besoin, en fait, de quelqu'un qui puisse m'apporter ces outils. Et vu que personne ne m'apportait ces outils, eh bien, je me suis apporté les outils à moi-même. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est, je pense, construit dans ma tête. Et c'est comme ça que j'ai été rechercher les connaissances sur ce que j'avais diverses. Je suis pas mal rentré dans la PNL. Je me suis rendu compte aussi que
parce que mon épouse a fait un gros travail, elle, sur la PNL. Donc, grâce à elle, j'ai pu aborder la PNL. Je travaille aussi aujourd'hui beaucoup, mais ça, c'est pour moi, sur la méditation et sur le travail de Joe Dispenza, qui est quelqu'un que je trouve vraiment très intéressant. Mais par rapport à la PNL, à un moment donné, je suis rentré dedans et puis je me suis aperçu que les buts étaient à peu près similaires avec ce que je faisais. Et je me suis dit, mais reste avec tes outils à toi. Reste avec ce que toi, tu connais, plutôt que d'aller prendre des choses de la PNL. Donc, je me suis arrêté. J'ai compris où voulait amener la PNL. La seule chose, c'est que j'ai trouvé la PNL quand même assez compliquée pour le commun des mortels, parfois peu pratique, très bien pour des DRH, très bien pour des psys, mais j'ai rien du tout contre. Je trouve ça hyper intéressant, mais je trouve, en tout cas, ça a été mon impression, que c'était difficile pour le commun des mortels à utiliser pour pouvoir mettre en place. Donc, quand je me suis aperçu que les outils allaient dans le même sens, je me suis dit, mais reste avec tes outils à toi, ça, c'est des outils que tu connais, plutôt que de vouloir, parce qu'il y a des gens qui font la PNL très bien. Je n'avais pas envie, tu vois, d'aller faire du copier-coller de gens qui font déjà ça très bien. Oui, mais je pense que, comme tu dis, la richesse, c'est ce qu'on on arrive à créer de tout ça, parce qu'au final, il y a des points communs, et puis peut-être la PNL, c'est très protocolaire, et c'est à nous, en fait, d'avoir les compétences suffisantes pour pouvoir transformer ces outils pour qu'ils deviennent beaucoup plus efficaces et qu'on y mette aussi notre propre touche personnelle. Ça, c'est évident. Et je pense qu'on part de nos problématiques, en fait. Je pense que tous les formateurs impactants, je pense quand même, partent de leurs problématiques. On dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés, et j'aime bien cette expression parce que je pense qu'elle est vraiment réelle. C'est à force d'avoir les mêmes problématiques récurrentes que nous, les formateurs, si je peux nous appeler comme ça, on se dit à un moment donné, mais comment on peut aider les gens? Comment on peut aider les gens qui sont dans la même situation que moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on m'apporte comme outil? Et donc, on crée nos outils nous-mêmes. Je sais, comme je pense les grands psys ou les grands psychiatres, ce sont souvent des gens qui ont des problématiques personnelles où ils cherchent des outils, où ils ont besoin de solutions. Tu te dis, tu as beaucoup de ressources, tu as tes outils pour traverser ce monde, on va dire incertain, relationnellement parfois très complexe. Est-ce que tu serais d'accord de partager un conflit que tu as rencontré dans ta vie, un conflit marquant qui t'a peut-être permis de faire des prises de conscience ou en tout cas de partager les outils que tu as utilisés pour t'en sortir? Il y a des années, il y a quelqu'un avec qui je travaillais qui a commencé vraiment à avoir un rapport de manipulation. Alors à l'époque, j'étais pas au fait des fonctionnements des manipulateurs, j'avais peu lu sur les manipulateurs, et puis j'étais pas du tout moi dans les outils que j'ai développés aujourd'hui. Et j'ai vraiment subi cette manipulation. Voilà, tout simplement. Ça va être assez court, mais je l'ai tellement subi que j'en étais en pleurs, que je savais pas quoi faire. Et heureusement là que mon épouse était là parce qu'elle travaillait dans le corporate à l'époque et elle avait traversé des périodes compliquées. Donc, elle a pu un peu quand même m'aider et me soutenir. Mais la seule chose que j'ai pu faire avec cette personne, c'est partir. Alors, évidemment, sur le moment, on se dit, ah, ouf, c'est bien, voilà, il n'y a plus cette personne, c'est terminé. Et en fait, avec le recul, évidemment, je me suis dit, mais non, pourquoi? Parce que le job était sympa et j'avais juste pas les armes, j'avais pas les outils. Et c'était vraiment de la manipulation. Donc, à un moment donné, quand on commence à manipuler les gens sont perdus, ils savent plus ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et donc, ça fatigue. Et donc, j'étais vraiment en pleurs et j'avais pas les outils. Et à l'époque, j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui puisse m'aider à gérer, en fait, cette manipulation. Voilà, ça a été un conflit. Je sais pas si ça répond à ta question ou si tu... C'est intéressant parce que ça résonne beaucoup avec ce que j'explique sur le fait du changement d'environnement. Parce que oui, on peut changer d'environnement et on aura l'illusion que ça va mieux. Et ça va souvent mieux quand on se sépare de la personne. Mais par contre, il manque un bout, c'est-à-dire quand même de travailler ce qui s'est passé, de restaurer pour soi et, comme tu dis, d'acquérir des outils parce que finalement, on prend le risque dans ce nouvel environnement, on recrée en fait la même dynamique et qu'on soit peut-être de nouveau victime de manipulation ou qu'on ait de nouveau des relations qui soient asymétriques. Exactement, parce que changer d'univers, changer d'environnement, ça va mieux 6 mois, 1 an, 2 ans, mais si effectivement on n'a pas les outils pour régler ce type de problématiques, les problématiques vont réapparaître. David, est-ce que tu serais d'accord de partager aussi avec nous, on voit que tu as plein de ressources, il y a ton épouse qui ceci dit au passage est médecin, on en a parlé de ton épouse.
ensemble déjà. Est-ce que tu aurais un livre, un podcast, enfin, quelqu'un qui te fait du bien à partager avec nos auditeurs et nos auditrices, quelque chose à découvrir qui pourrait leur amener du sens? Ouais, alors il y a 2 livres en fait. Le premier livre, c'est le livre de Joe Dispenza, avec lequel je travaille depuis maintenant plusieurs années et qui m'a vraiment amené sur la méditation, mais vraiment de la méditation sur la longueur. Aujourd'hui, il n'y a pas une journée qui passe sans que je puisse faire une demi-heure, 45 minutes, et quand j'ai le temps en plus de méditation. Et il a un livre qui s'appelle Break Your Habits, ou Rompre avec soi-même en français. Je trouve est un livre qui moi en tout cas m'a vraiment bouleversé dans le bon sens du terme, parce qu'il explique de manière vulgarisée les fonctionnements du cerveau, les addictions chimiques du corps et du cerveau, des addictions aux différents neurotransmetteurs, dopamine, sérotonine, etc. Et c'est un livre, je trouve, qui permet vraiment de prendre conscience qu'on peut se prendre en main. C'est-à-dire que l'outil, il est en nous. On peut vraiment se reprogrammer. Alors, c'est un travail qui prend un certain temps, mais qu'on peut vraiment créer des nouvelles connexions neuronales, créer des nouvelles connexions synaptiques. Et il explique. Le livre est très complet. Donc, ça, c'est un livre que je conseille vraiment, du docteur Joe Dispenza, Break Your Habits, Rompre avec soi-même. Et le deuxième livre, pour le coup, c'est vraiment pas parce que c'est mon épouse, mais c'est le deuxième livre de mon épouse qui s'appelle « C'est le chaos là-haut », donc du docteur Sandra Stallard. Je trouve que ce deuxième livre qu'elle a écrit reprend beaucoup de choses dont on est en train de parler, reprend beaucoup de choses dont toi tu parles dans tes différents podcasts. Je trouve vraiment ta chaîne de podcast vraiment super, parce que on n'est pas focus sur une chose, et que ça soit les intervenants, les interactions, ce qui s'y dit, le spectre est vraiment très large. Et le deuxième livre du docteur Sandra Stallard va dans ce sens-là. On aborde quelque chose de manière à nouveau vulgarisée, très simple, de très complet, et on fait un tour très très complet. Je pense que ça peut vraiment donner des outils. À nouveau, elle donne pas mal d'exercices assez simples. Je pense que ça peut donner des outils à nos auditeurs de manière simple, ludique à nouveau, et qui permet à nouveau de rentrer dans la conscience, parce que je pense que la clé de plus en plus dans ce qu'on vit, et dans le corporate et dans nos vies, c'est cette conscience. Je pense que c'est vraiment de ça dont on a besoin. Et la vitesse à laquelle le monde évolue ne nous aide pas à rester dans cette conscience. Voilà. Merci. On arrive gentiment au terme de cet échange, David. Si des auditeurs, auditrices veulent te contacter, en savoir plus encore sur ton travail ou avoir des échanges avec toi, où est-ce qu'on te trouve ? Le mieux sur le web, davidpion.com, tout simplement. Et il y a des mails, il y a des téléphones, etc. Par email, le plus simple. Par email, donc tu es à disposition pour des gens qui ont envie peut-être d'en savoir plus, te contacter pour un atelier, venir à l'île Maurice chez toi pour boire un café. Voilà, s'ils veulent venir à l'île Maurice, boire un café ou organiser une formation là, ou moi, je peux me déplacer aussi, évidemment, avec grand plaisir, échanger, en savoir plus, effectivement. Oui, tout à fait. Merci. Merci pour l'invitation, Sandrine, vraiment. Sincèrement, ça me fait vraiment très, 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 très plaisir et chaud au cœur de pouvoir faire partie de ta chaîne de podcast, que je trouve vraiment très intéressant. Donc, merci pour l'invitation, sincèrement. À bientôt. À très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin, prenez le temps de parcourir mon site internet, l'artdeconnecter.com, où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau,
amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.